Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce troisième live Itensia. Nous sommes en direct et pendant près d'une heure, 4 partenaires d'Itensia vont nous apporter leur expertise autour de la thématique de cette émission, les nouveaux enjeux des entreprises face aux nouveaux consommateurs. Et bien sûr, on vous attend sur le chat en bas à droite de votre écran pour leur poser vos questions. Et avant de les retrouver, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés celui qui va m'accompagner durant ce live, le directeur commercial d'Itensia France et Benelux, Mathieu Galvingue. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Alors Mathieu, pour ce troisième live, en quoi était-il important de faire cette émission, ce live sur cette thématique? Alors déjà, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième live et je passe le bonjour à tous les auditeurs et les auditrices à l'antenne. Il était important pour nous de revenir sur ces thématiques d'actualité. Ça fait plus d'un an maintenant que, lié à cette pandémie, nous avons bouleversé notre mode de vie et puis nos méthodes de travail. On a connu un vrai bouleversement et il nous apparaît important de voir quels changements se sont opérés dans la durée sur notre façon de communiquer, sur notre façon de travailler. Il y a la partie retour au bureau, est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce qu'on va être en full télétravail? Donc il nous semble important de pouvoir partager cela avec des avis d'experts. C'est pour ce faire qu'on a invité aujourd'hui 4 partenaires qui viendront nous présenter selon leur expertise et avec un an de recul leur vision, quelles tendances vont perdurer, qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qui était présent avant et va demeurer. Et donc ces 4 partenaires, au travers de leur expertise, vont nous permettre d'en comprendre un peu plus sur ce qui va avoir lieu et qui va perdurer, on va dire, dans les environnements de travail aujourd'hui. Et vous allez le voir donc tout de suite avec nos 4 partenaires, donc ces échanges riches et intéressants. Vous allez tout comprendre sur cette thématique et je te propose Mathieu que l'on accueille notre premier partenaire. Il s'agit de Poly. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous pour ce live. Tu es le responsable distribution France chez Poly. Alors, en travaillant cette émission, tu souhaitais que dans un premier temps, tu puisses nous faire un état des lieux concernant les tendances dans le monde de la collaboration d'un point de vue vraiment macro, ce qui nous permettra ensuite, et ça je m'adresse à tous les téléspectateurs qui nous regardent, de mieux comprendre l'impact qu'elles ont sur les comportements des employés. Mais avant que nous commencions, en préparant cette émission, tu me disais qu'aujourd'hui les tendances deviennent des styles de travail et qu'avant les besoins sur le lieu de travail étaient plus simples. Ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que tu entends par avant les besoins sur le lieu de travail étaient plus simples? Bon, alors là, du coup, je prends un coup parce que les gens qui nous écoutent vont dire attends, Philippe Tessier, c'est un dinosaure. La réalité, c'est que mon premier job, je vais quand même insister là-dessus parce que c'est important. Mon premier job, j'arrive, j'ai un bureau que je rejoignais tous les jours. J'étais commercial, mais pratiquement, je le rejoignais tous les jours. J'avais 2 bannettes, un téléphone de bureau et j'avais un bloc-notes qui permettait, avec des en-têtes qui permettaient d'envoyer des fax. C'est tout ce que j'avais. Et donc du coup, tu nous parles d'un temps que les moins de 30 ans. Bon voilà. Donc j'ai commencé à bosser il y a à peu près une trentaine d'années. Bon, mais c'est important. Pourquoi? Parce que évidemment, en tant que junior, il fallait que j'appréhende mon job, mais j'avais que ça à faire finalement parce que je savais décrocher un téléphone, je savais écrire. Aujourd'hui, quand un junior arrive dans une entreprise, bien sûr, il est habitué à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser un PC, etc. Pour autant, il y a tout un tas de technologies qu'on met à sa disposition qu'il faut qu'il appréhende en plus d'intégrer son nouveau job. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même si nous tous qui sommes ici ce matin, on essaie de simplifier les usages et simplifier la technologie pour les utilisateurs, en réalité, ils sont dans un environnement beaucoup plus complexe que celui dans lequel on était il y a une vingtaine d'années, je pense. Alors, ce qui te permet d'avancer ceci avec certitude, on peut le dire, ce sont les résultats de l'Observatoire Poly. Ça, c'est intéressant, que vous avez mis en place depuis 2013. Avant que nous rentrions dans le détail des chiffres, est-ce que tu peux nous dire comment déjà fonctionne cet observatoire? Voilà, donc alors l'observatoire, c'est vrai, on va parler de ça ce matin, il y a beaucoup de chiffres. J'ai même amené mes sèches, c'est pas dans mes habitudes, mais il y a pas mal de chiffres que je veux partager avec vous. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une enquête au coup par coup. Le fait qu'on l'ait fait en 2013, 2017, puis fin d'année dernière avec les résultats qui sont arrivés au début de cette année, on peut maintenant vraiment comparer, puisqu'à chaque fois on pose le même type de questions aux utilisateurs, on peut comparer les changements de comportement et les changements de technologie utilisées dans le temps. Et donc on sait aujourd'hui, on sait dire comment réagissaient les gens en 2013 et on sait comparer aujourd'hui en 2021. Donc ça c'est très intéressant d'avoir non pas une image
d'un instant, maintenant, on a vraiment quelque chose qui montre des tendances dans le temps. Donc ça, c'est très chouette pour nous et on partage ça bien volontiers, bien sûr, avec des partenaires. Voilà, on comprend mieux la façon dont vous fonctionnez. Quelles sont les tendances majeures du coup de changement au sein de l'entreprise qui amènent à cette conclusion? Alors, il y en a une première que je voudrais soulever. Quand on compare avec 2017, il y a par exemple 11% de réunions en face à face en moins qu'en 2021. Pré-Covid, avec le même nombre de réunions. Hein. Donc on est pré-Covid, même nombre de réunions, et il y a une baisse des réunions en face à face. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant déjà. Bah alors moi, je sais pas, Mathieu, 11% c'est pas énorme. Ouais, ça me paraît pas. Ouais. Non. Je pense qu'il y a une accélération cette dernière année, je pense. Bien sûr. Alors après, on a quelques chiffres qui sont plus, où on démontre des accélérations plus probantes. Mais l'important ici, c'est de signaler que c'est une tendance de fond, puisqu'elle va à l'opposé de comportements culturels. C'est-à-dire que si on demande aujourd'hui aux commerciaux qui nous écoutent là, il y a certainement des commerciaux qui nous écoutent ce matin, on leur pose la question, est-ce que tu préfères faire une réunion avec ton client en face à face ou est-ce que tu préfères faire une réunion avec lui à distance? Même si techniquement les gens sont capables de faire à distance, la plupart d'entre eux vont dire non, quand même une réunion, je veux voir mon client et après on peut compléter avec des appels téléphoniques ou des appels vidéo. Donc en fait, ce qui est important de noter, c'est que c'est une tendance de fond qui va amener des changements parce que tant que c'est le commercial qui dit bon, je vais essayer de placer une réunion vidéo plutôt que de me déplacer, tout va bien. Mais le jour où ce sont les acheteurs qui vont dire non mais j'ai pas besoin de te voir, moi ça me va très bien qu'on fasse à distance, les gens vont devoir changer la façon dont ils travaillent. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement nous qui allons choisir de ne plus nous déplacer, c'est peut-être les clients qui vont dire bah j'ai pas besoin de te voir. Donc ça peut complètement modifier la façon de travailler. On peut avoir des forces de vente sédentaires beaucoup plus importantes que des forces de vente qui soient nomades. Donc 11%, ça ne se voit pas beaucoup, mais si on n'y fait pas attention, on va se faire surprendre, je crois. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de plus marquant en termes de changement? Quelque chose de plus marquant, c'est l'usage des appels vidéo. Donc ça, c'est très intéressant. Alors là, je reprends mes notes, mais effectivement, on est passé de 26% des répondants qui disaient en 2017 faire des appels vidéo de façon quotidienne. Et là maintenant, on est donc, alors là c'est avec le Covid évidemment, mais on est à 42% de gens qui disent faire des réunions vidéo ou des appels vidéo tous les jours. Et donc ça, je trouve ça vraiment chouette parce que dans la réalité, lorsqu'on a été confinés l'année dernière pour la première fois, ces appels vidéo spontanés, même entre deux personnes, hein, Mathieu et moi, on s'appelle plus. C'était pas si spontané à l'époque déjà. Je trouvais que c'était quand même pas mal. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que très rapidement quand même, les gens ont souhaité compléter, comme il n'y avait plus de réunions face à face, ils sont très vite embarqués sur des appels vidéo, même entre deux personnes. C'est-à-dire que j'appelle Mathieu, je t'appelle plus si j'ai pas la vidéo. Ouais. Ou alors c'est parce que je l'appelle sur son téléphone mobile. Et même on fait la remarque, t'as pas activé ta caméra. Par exemple. Voilà. Mais il n'y a plus d'appels téléphoniques classiques, on fait que des appels vidéo et on le voit même avec nos enfants. Ils ne font pas d'appels classiques, ils s'appellent via WhatsApp, en visio. Complètement. Et ils sont comme ça avec leur téléphone et pas du tout comme nous, on avait l'habitude de communiquer auparavant. Changement de paradigme total depuis 1 an et demi, c'est fou. Donc là, on a vraiment quelque chose, un chiffre intéressant, puisque tu voulais de l'explosif, là c'est quelque chose de sympa en ce sens. Alors, on comprend que ces chiffres sur les changements d'usage sont impressionnants, mais qu'en est-il alors là pour le coup des périphériques et des équipements qui sont nécessaires pour accompagner ces nouveaux usages? On parle de visio. Et est-ce que les gens font comme avant? De quelle manière s'équipent-ils? Alors donc là, on a tout un tas de chiffres, mais nous qui sommes fabricants de micro-casques, je vais m'arrêter juste sur ces périphériques-là. Pré-Covid, on avait 35% des gens environ qui disaient utiliser un micro-casque de façon régulière. Et maintenant, on est à 64%. C'est-à-dire que, l'observatoire il s'étale sur 3 ans, mais on estime que c'est surtout sur les 12 derniers mois qu'il y a eu ces changements d'usage de façon un peu exponentielle. Donc c'est vrai que là c'est très important, on a 64-70% des gens, pratiquement des gens qui disent maintenant utiliser tous les jours un micro-casque pour leur télécommunication. Alors peu de secteurs, on peut le dire, peuvent se targuer d'avoir des chiffres comme celui-ci, bravo, félicitations. Est-ce que vous avez une vision, retour vers le futur? Est-ce que vous voyez un petit peu plus loin chez Poly?
Oui, bah alors évidemment, ce qui est bien dans un observatoire, c'est qu'on peut poser des questions sur tu faisais comment avant, tu fais comment aujourd'hui et comment tu vas faire demain. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Je dirais le chiffre, moi, que je trouve chouette, et ça correspond, ça répond un petit peu au point que tu signalais au tout début, Mathieu, en disant est-ce que tous les gens vont retourner au bureau? Eh bien, en 2013, en fait, il y avait 46% des gens qui disaient déjà travailler depuis 2 lieux, au moins 2 lieux. Après, il y a des gens qui travaillent de beaucoup plus de lieux, mais au moins 2 lieux. Et quand on leur demande, mais à l'avenir, comment souhaites-tu travailler? Aujourd'hui, c'est 73% des répondants qui disent eh bien, j'espère vraiment que une fois que cette crise sera terminée, je pourrai travailler depuis 2 lieux. Évidemment, les gens pensent beaucoup à leur maison. Ou leur résidence secondaire, par exemple, et le bureau. Donc là, à la question tout à l'heure, est-ce que les gens vont souhaiter retourner au bureau? La réponse de l'étude, c'est oui, mais partiellement, ils ne veulent pas retourner comme avant. Pas en 100% du coup. Pas en 100% au bureau. Mais comment est-ce que vous faites pour les rendre lisibles justement au sein de l'entreprise et utilisables? Alors en fait, effectivement, quand on interroge 5000 personnes sur tout un tas d'informations, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc., on se retrouve avec beaucoup de données. Donc les quelques chiffres que j'ai cités là pour l'instant, en fait c'est une lecture horizontale. On fait des moyennes, donc là je vous ai donné quelques moyennes générales. Mais évidemment, quand on regarde les 5000 répondants, on trouve des ressemblances. On reconnaît les hommes, les femmes, le type de technologie qu'ils utilisent, et ça nous permet de les regrouper dans des groupes de gens qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle les personas. Et les personas, ça nous permet ensuite de donner les réponses adéquates à leurs préoccupations. Donc les données sont analysées pour créer les personas. Ça, c'est l'essentiel. Les personas, c'est les profils utilisateurs qui vous permettent de développer les solutions selon ces profils utilisateurs. Par exemple. Ouais. Mais perso, hein, juste pour moi, à quoi ça sert? Alors, donc, ça sert à tout un tas de choses. En fait, pour nous, évidemment, en Poly, ça nous sert déjà en R&D. Parce qu'une fois qu'on connaît notre public, il y a plus de chances qu'on développe les produits dont ils ont besoin. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on peut faire tout un tas d'analyses. C'est-à-dire que des gens qui vont utiliser ces données pour eux, on va pouvoir, par exemple, anticiper des aménagements de bureaux. C'est-à-dire que si on sait que 73% des employés disent « j'aimerais bien travailler en télétravail quand même », la question se pose de est-ce qu'on donne un bureau permanent à tous alors qu'ils vont venir un jour ou 2 par semaine au bureau, ou est-ce qu'on a des bureaux partagés? Donc toutes ces données, finalement, elles vont pouvoir être utilisées pour réfléchir à comment je vais organiser mes espaces. Et puis ensuite, tu peux aller plus loin, évidemment. Pour des gens qui sont intéressés, on va aussi réfléchir à mais comment je vais gérer les gens. Donc aujourd'hui, on voit que certaines personnes souffrent du télétravail parce qu'ils ne voient pas leurs collègues. Mais il y a une forte souffrance qui vient aussi du fait que les managers ne sont pas vraiment à la hauteur de leurs tâches. Donc le micromanagement, ça n'est pas possible lorsqu'on travaille avec des gens à distance. Il faut absolument passer à autre chose, on instaure de la confiance, le mode de fonctionnement va être complètement différent. Et donc là, du coup, lorsqu'on comprend les désirs de mobilité des employés, on va aussi pouvoir réfléchir au type de management qu'on va mettre en place, puisqu'on ne va plus du tout travailler comme avant. Donc ça sert à tout ça. Alors il nous reste 3 minutes, j'ai une question sur le chat. Moi je comprends que, bon, très bien, donc vous avez détecté les personnes poly, les profils que vous avez détectés donc, avec vos utilisateurs. La question c'est aussi par rapport aux revendeurs qui nous regardent, de quelle manière doit s'organiser leur entreprise demain? Oui, alors là, je pense qu'il ne faut pas penser que tout ça c'est du snobisme, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que quand on regarde les personas par exemple, eh bien, il y a d'un côté des gens qui ne souhaitent pas utiliser vraiment les technologies, donc ils utilisent, mettons, 1 ou 2 périphériques par jour. Donc ils ont peut-être un PC et un téléphone. Et à l'autre extrémité, on a des gens plus jeunes qui, eux, peuvent utiliser jusqu'à 7 périphériques par jour. Donc c'est le téléphone perso et le téléphone de bureau, etc. Et donc du coup, si l'entreprise décide de servir ses employés de la même façon, eh bien, on va probablement mettre les gens qui sont un petit peu plus âgés, qui aient moins les technologies, en difficulté dans l'entreprise. Et du coup, là, on va toucher un petit peu au fondement de l'entreprise, parce que quand même, souvent, ces gens un peu plus âgés dans l'entreprise sont quand même un petit peu les fondements de la maison. Et si par contre, on n'équipe pas suffisamment bien les plus jeunes, eux vont avoir le sentiment d'être dans une entreprise poussiéreuse, et du coup, ils vont quitter l'entreprise, et l'entreprise a besoin des forces vives. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut absolument servir chaque personne en fonction de ses besoins. On ne peut pas venir en disant je vais avoir un micro-casque qui va être le même pour tout le monde et ça servira à tout le monde et tout le monde sera satisfait, c'est pas vrai. Pas de Voilà, donc, standardisation. exactement, donc cette étude peut aider nos revendeurs à
interroger leurs clients sur comment ils veulent servir les employés pour que les employés soient bien dans l'entreprise avec les bons équipements, le bon management, les bonnes formes d'organisation, de telle sorte que tout se passe bien et que les plus anciens puissent rester sereinement et les plus jeunes puissent trouver leur place pour les forces vives de l'entreprise. C'est hyper important en fait. C'est hyper important et on vient de le voir, certains employés utilisent donc plus de 7 périphériques par jour, ce qui n'est pas rien quand même. Exactement, Ouais, tout à fait. Vous en utilisez combien vous? 4 ou 5 régulièrement. Ouais, moi aussi je fais 4 ou 5. Micro-casque, speakerphone, Ouais, c'est ça, c'est dingue. Hein. Ouais. Le smartphone, la le tablette, smartphone, le la PC, tablette, le téléphone de bureau. Bon, allez, on les compte. En tout cas, j'ai une question sur le chat qui vient d'arriver pour toi, Philippe. Avec l'augmentation des usages de tous les périphériques, comment l'entreprise les gère-t-elle? Justement, on parle des périphériques. Hein. Oui, alors ça, évidemment, c'est une préoccupation des clients finaux. Et donc les revendeurs, il faut absolument qu'ils parlent de ça avec leurs clients. Évidemment, on se retrouve avec plein de micro-casques dans la nature, des haut-parleurs, comme tu disais Mathieu. Il y a aussi tout un tas de webcams qu'on installe ou de systèmes vidéo qu'on installe dans les salles de réunion. Et donc du coup, tout ça, les gens qui les achètent, ils veulent savoir à quoi ça sert, si c'est bien utilisé, si ça marche bien, etc. Et donc en fait, on a des outils maintenant qui vont permettre de gérer complètement les parcs installés, de savoir qui utilise quel micro-casque, est-ce qu'on a donné les bons équipements aux bonnes personnes. Donc chez nous, ça s'appelle PolyPlus et c'est hyper important de mettre ces outils en place parce que ça permet de gérer l'ensemble des parcs installés. Merci voilà. Philippe pour cette vision Merci globale de notre thématique. On va recevoir maintenant un partenaire que vous connaissez peu ou pas. C'est l'occasion de le découvrir. On accueille D'Iethen. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, bonjour Mathieu, bonjour à vous tous. Country Manager for France and Southern Europe and Afrique chez D'Iethen. Alors vous êtes un nouvel entrant sur le marché, c'est l'occasion à bien nous présenter D'Iethen. C'est quoi D'Iethen? Alors D'Iethen, en fait, effectivement, nous sommes un nouvel entrant dans cette industrie puisque l'entreprise a été créée en 2015 et nous avons commencé à commercialiser nos offres en 2018. Donc basé dans la Silicon Valley, juste à côté de Zoom. Alors pourquoi? Parce qu'en fait nous sommes le partenaire premium de Zoom et nous co-développons en fait toutes nos solutions avec Zoom. Dans le même esprit, c'est-à-dire tout autour de la simplicité, donc simplicité d'usage, simplicité d'utilisation, simplicité d'installation et simplicité de management. Et dans un concept plug and play. Alors j'aurai l'occasion de développer l'intérêt du plug and play pour les clients, mais ça c'est vraiment notre marque de fabrique avec en plus une particularité puisqu'on apporte une importance toute particulière également au design de nos solutions parce qu'on estime que les clients aujourd'hui recherchent aussi des solutions qui sont esthétiques, qui vont être jolies dans leur bureau. Alors maintenant on connaît D'Iethen, merci pour cette présentation. Tu as parlé de Plug and Play, est-ce que tu peux nous préciser justement les produits et les solutions que vous développez et les opportunités de business pour les personnes qui nous regardent, les partenaires qui nous regardent aujourd'hui? Bien sûr. Alors déjà, comme tu l'as dit, on a aujourd'hui une gamme complète, ce qui n'était pas le cas il y a un an par exemple. Donc aujourd'hui, cette gamme commence par une solution de type 75 pouces, là encore tout en un. Donc ce sont des solutions intégrant caméra, microphone, écran, interface utilisateur, etc. Des solutions 55 pouces, des solutions 55 pouces double écran, des solutions personnelles slash huddle room, donc petite salle de réunion de 1 à 3-4 personnes. Et parce que nous avons entendu de la part de certains clients qu'ils souhaitaient conserver leur écran, nous allons sortir très prochainement une solution sans écran. Donc un peu dans la logique de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché pour répondre à cette demande et en fait basiquement transformer un écran en solution Zoom Room. C'est vraiment intéressant, hein. Ça, voilà, c'est performance, c'est design et vous répondez vraiment à des enjeux hyper importants sur ces thématiques qui nous apportent aujourd'hui, qui nous concernent, c'est le travail hybride. Et j'aimerais d'ailleurs vous faire partager une étude que j'ai trouvée, donc accélérée par la crise, hein, vous le savez que nous vivons le travail hybride, donc partagé entre la maison et le bureau séduit de plus en plus de salariés. Selon une étude Adecco, écoutez bien, ce nouveau modèle s'impose aujourd'hui aux entreprises comme une véritable opportunité. 73% des salariés français souhaitent adopter ce mode de travail et près de 8 dirigeants sur 10 se disent prêts à franchir le cap. Comment est-ce que vous voyez les mois à venir concernant l'évolution des demandes clients? Oui. Alors, on les voit très bien, merci. Et ce qui est intéressant déjà pour commencer, c'est que
Cette étude ADECO, on a la même, nous, publiée par Forbes, mais qui dit globalement la même chose. Et qui dit globalement que quand vous avez un quart des salariés qui pensent retourner au bureau comme avant, vous en avez 3/4 qui disent non, ce ne sera pas comme avant. Et on va rentrer effectivement dans ce que tout le monde évoque aujourd'hui, qui est ce fameux travail hybride. Mais je veux développer un tout petit peu derrière quels sont les drivers aussi de ce travail hybride, parce qu'on ne croit pas que ce sera une organisation hybride à tout prix. Le premier sujet qu'on entend de la part des gens qui ont été interrogés, c'est que, bien évidemment, elles souhaitent retourner à leur bureau, mais elles seront demandeuses aussi de protocoles sanitaires stricts. Parce qu'effectivement, on est passé par cette pandémie et forcément, ça laissera des traces. Donc, 3/4 des gens interrogés disent « Oui, je veux retourner à mon bureau, mais par contre, j'ai besoin d'être sécurisé par un environnement sanitaire optimum ». Le deuxième élément qui devrait faire sourire certains, c'est qu'en même temps que ces gens souhaitent retourner au bureau, ils ont aussi compris avec cette période que nous finissons de traverser, espérons, que quand j'ai besoin de travailler au calme, c'est pas quand je travaille dans un open space, je pense que tout le monde a déjà travaillé dans un open space, qu'on est le plus performant. Et là, on voit bien déjà un peu le tiraillement entre l'envie de retourner au bureau et le besoin de temps en temps de travailler au calme. Et bien évidemment, travailler au calme signifie pour beaucoup rester à la maison. Donc on voit bien un peu comment s'articule cette expression de besoin. Et enfin, effectivement, en filigrane de tout, il y a bien évidemment cette logique de lien social. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Et 3/4 des gens, là encore, qui sont interrogés, j'ai envie de dire, quel que soit le lien social, c'est-à-dire bien évidemment le lien social en présentiel, mais également le lien social via le digital, est de toute façon une donnée. Et donc, pour répondre finalement à votre question, nous, dans les prochains mois qui s'annoncent, on voit une demande qui va être grandissante. Parce qu'effectivement, les gens retournant à leur bureau, très simplement, si je prends un exemple, une entreprise aujourd'hui équipée digitalement de dizaines, une quinzaine de salles, de l'ancien monde, quand elles vont rentrer dans ce nouveau monde où vous avez tous ces gens qui vont revenir au bureau, les besoins en communication digitale vont mathématiquement augmenter. Et il va falloir aussi équiper les gens qui sont à la maison. Et là, j'ouvre un deuxième sujet, c'est que moi, je suis surpris par le nombre de clients que je rencontre et qui me disent la chose suivante, qui me disent, écoutez, oui, on est équipé, mais très honnêtement, on s'est équipé en mars l'année dernière en 8-10 jours, d'accord ? Donc, on a fait au mieux dans le contexte. Et comme là, nous, notre vision, c'est qu'on va rentrer dans une période qui va, là, par contre, s'installer. Les entreprises vont revoir la façon dont les premiers équipements ont été mis en place. Et nous, effectivement, notre positionnement, peut-être en conclusion, c'est effectivement, nous, on fait la chasse, en fait, aux câbles et à tout ce qui est USB. On parlait juste avant, j'entendais de multiples devices. C'est ce qu'on entend de la part de beaucoup de directeurs informatiques. Trop de tickets informatiques sont ouverts du fait du management de ce multiple device. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter le nombre et d'offrir une solution unique. Alors j'ai une question sur le chat qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des typologies d'entreprises et ou métiers dans lesquels vous allez pouvoir, toi vous avez rencontré un succès? Bien sûr, tout à fait. En 30 secondes. En 30 secondes. Alors déjà, on a aujourd'hui plus de 4000 clients, donc ça c'est important. Dans les typologies de clients, on a déjà des gros logos américains, Pepsi Cola, Airbnb, Uber, des gens comme ça. Donc, toutes leurs filiales, s'il vous plaît, allez visiter toutes ces filiales. Equinix est un très grand utilisateur de D10. On a aussi des grands comptes français. Mais si on parle métier, on a une adhérence toute particulière dans le monde du luxe. Je parlais du design de nos produits aujourd'hui. C'est vrai que dans ce milieu-là, le design a une adhérence particulière. Et puis, tout ce qu'on appelle les .com. Vous savez, pas forcément les très grandes, mais ce qu'on peut appeler les licornes françaises sont des entreprises à aller voir qui très souvent, là encore, sont des utilisatrices de Zoom et dans lesquelles il faut absolument présenter les solutions d'Iten. Dernière question, plutôt team bureau ou alors team maison? Team les deux, le monde sera hybride. Très bien, merci Frédéric d'avoir accepté l'invitation d'Itensia. Merci à vous. Alors, depuis 2 jours, vous le savez, les élèves et étudiants français de la primaire à l'université font des cours en distanciel. Comment s'adapter à ces nouveaux modes d'enseignement? On en parle avec notre prochain partenaire, Prométhéen.
Bonjour Julien. Bonjour messieurs. Alors, tu es responsable commercial entreprise et enseignement supérieur chez Prométhéan. Première question, Prométhéan, c'est quoi? Alors Prométhéan, c'est un facilitateur de transformation digitale. Prométhéan, en fait, est un constructeur de solutions interactives qui avait pour ADN de travailler sur la convergence entre les nouvelles technologies et les besoins à l'époque. Donc, notre objectif, en fait, était de travailler différemment en intégrant déjà la participation et ce qu'on appelle maintenant le travail collaboratif. Donc depuis notre création, nous avons cessé de développer en fait des solutions autour de cette même participation et de cette digitalisation et transformation des outils et des métiers. Et nous avons au fil du temps conçu notamment le premier tableau interactif associé à un logiciel pédagogique et le logiciel de création. Puis au fil du temps, intégrer de nouvelles solutions, de nouvelles technologies, l'écran interactif, les outils de participation, les boîtiers de réponse notamment, toujours en fait basé et concentré sur les usages. Au jour d'aujourd'hui, Prométhéan est leader en fait, mondial sur les tableaux interactifs et les écrans interactifs dans l'éducation, avec notamment plus de 2 millions de solutions installées. Ah oui. On a une expérience, effectivement, une très forte expertise du métier, et fort de cette expertise, nous avons tout simplement en fait, répondu et accompagné la génération X, qui à l'époque étaient les premiers utilisateurs en fait, du digital, pour aller dans leur sens et dans leur évolution, avec notamment en répondant à des métiers et des besoins sur l'enseignement supérieur et l'entreprise. Alors, on rappelle quand même que l'enseignement a complètement évolué depuis ces derniers mois. Même chose pour les entreprises. Quels sont les nouveaux produits que vous avez développés donc, chez Prométhéan et qui collent justement à ces nouveaux enjeux? Nous avons tout premièrement en fait, renforcé le développement de nos solutions autour de la flexibilité. C'est le maître mot, flexibilité et agilité. Notre expérience nous a amené ces deux noyaux-là, ces deux bases-là, que nous gardons en fait pour développer. Et il est vrai que l'arrivée et la présence du Covid en fait de nombreuses années a fortement accéléré en fait le besoin de répondre à des nouveaux métiers, comme l'expliquait en fait mon confrère précédemment. C'est les besoins en fait de télétravail, de travail en distanciel, en présentiel, et tout simplement c'est l'intensification du télétravail. Donc, je vais être honnête avec vous, Prométhéan n'a jamais autant développé depuis 1 an sur ses solutions. Ouais, il a fait évoluer sa solution. Faut s'adapter. Il faut s'adapter, voilà, c'est ça, faire prendre d'agilité. Exactement. Pour répondre à un besoin très simple, c'est pouvoir intégrer en fait, des nouvelles technologies, des technologies sans fil, pouvoir intégrer des technologies, des outils de visioconférence par exemple, pour le monde de l'entreprise. Donc on est capable, dans un écran Prométhéan, d'avoir un écosystème complètement Android qui va intégrer nativement des outils pédagogiques et des outils académiques et des partenariats académiques, tout comme des outils professionnels avec un Office 365 et par exemple un Zoom et un Teams. Donc on a réussi en fait entre guillemets à faire cohabiter tout le monde afin de répondre à un besoin qui est très important, c'est l'agilité et l'évolution des espaces de travail. Alors vous travaillez avec Airbus. Absolument. Une petite société qui démarre. Un petit fabricant d'avions toulousain. Quelles étaient leurs problématiques et de quelle manière vous les avez accompagnés, avec quelles solutions? Leur problématique était tout premièrement simplement financière. La formation chez Airbus est un enjeu important, c'est un élément très important et financièrement imposant. Donc leur premier enjeu était en fait tout simplement de digitaliser et transformer cette formation. Et nous les avons accompagnés dans le processus afin de digitaliser les formations et les formations certifiantes pour l'ensemble du corps du personnel d'Airbus. Et au fil du temps, des nouvelles idées sont tout simplement apparues. Avec pourquoi ne pas digitaliser? Ce fut un succès, donc pourquoi ne pas digitaliser les usines? Pourquoi ne pas digitaliser tous les espaces de travail? Pourquoi ne pas digitaliser les salles de réunion? Donc on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec énormément fait, de solutions installées, de solutions utilisées par tout le personnel Airbus, toutes les personnes d'Airbus internes et externes, avec des écosystèmes complètement différents, Android, Windows, Zoom, Teams et de la visioconférence, puisque nous avons notamment, pour répondre à ces besoins-là, créé des convergences avec les acteurs ici présents comme Jabra et Poly. Alors, on parle des nouveaux produits. J'ai une question qui vient d'arriver sur le chat pour toi. Comment les utilisateurs finaux gèrent-ils les évolutions des produits? Nous les accompagnons pour ça. Parce qu'il est vrai que la technologie et le digital fait que nous avons en fait énormément de développement, tout comme dans l'informatique, tout comme dans la sonorisation, tout comme dans la communication unifiée. Donc il est très important pour nous en fait de conserver une simplicité d'évolution, mais une évolution quand même pour répondre aux nouveaux besoins. Et pour cela, nous les accompagnons. Nous avons des équipes qui accompagnent au quotidien les utilisateurs finaux. Dernière question, comment vous les voyez les mois à venir?
très bons. Je vais être Ça, très c'est bien. honnête avec vous. Bah, j'aime cet optimisme. Nous les voyons très bons, malgré effectivement les conditions sanitaires. Les entreprises tout de même s'équipent, savent que certaines solutions sont des solutions agiles et polyvalentes et qui pourront facilement les faire transformer. Du coup, on se retrouve aussi bien en éducation qu'en entreprise sur des investissements qui sont en train de se faire au jour d'aujourd'hui pour la reprise du travail. La reprise du travail sur un même lieu. C'est intéressant, Mathieu, de voir la manière dont vos partenaires sont aussi agiles, s'adaptent aussi vite. C'est des entreprises de technologie, donc la technologie elle va très vite, il faut s'adapter, il faut avoir du R&D pour pouvoir développer les solutions qui vont répondre aux besoins qui évoluent des collaborateurs, des utilisateurs, donc c'est impératif. Et puis en fait, on est sur un métier qui va très vite. On parlait de génération X tout à l'heure. Il y a les générations Y qui sont arrivées, et notamment des enfants qui naissent dans le numérique, donc ils sont par défaut beaucoup plus à l'aise que nous dans le numérique. Donc c'est vrai. on se doit de s'adapter pour le coup, effectivement, de pouvoir. La crise qu'on vit a eu un coup d'accélérateur sur les usages en termes de transformation. On a gagné 5 ans par rapport aux prévisions qu'on avait, ce qu'on ambitionnait à 5 ans est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Absolument. Donc l'agilité, le développement, la capacité d'adaptation sont des vecteurs essentiels de succès. Effectivement, pour les entreprises qui arrivent à le faire dans les temps, eh bien, c'est des opportunités de croissance relativement importantes. Bravo et merci Julien. Merci à vous, merci pour le live. Avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez et puis on va souhaiter bon courage à tous les parents qui nous regardent et qui doivent aussi faire cours peut-être en ce moment avec leurs enfants à la maison. Dernier partenaire de cette émission, c'est Jabra. Bonjour Anthony. Bonjour Vincent. Alors tu es responsable distribution France chez Jabra. Un habitué du live. On s'était déjà rencontrés en virtuel la première fois, exactement. C'est ça. Alors en début d'émission, nous avons eu la vision de Philippe Tessier de Poly sur le travail hybride. Est-ce que toi tu partages, ou en tout cas est-ce que chez Jabra vous partagez cette vision? Alors bien entendu, je partage cette vision. Il a une vision très macro, mais également Frédéric de Diten a eu une approche avec pas mal de stats sur le télétravail, le travail à distance, le travail hybride. Mathieu, tu viens de relever un point important qui est les entreprises ont fait un bond de 5 ans en avant en termes de transformation digitale, on l'appelle comme ça. Et donc oui, chez Jabra, on partage cette tendance-là. Plus que de travail hybride, on va même parler de travail flexible. Ce qui était déjà une tendance auparavant, où on avait ce travail flexible, où même déjà avant cette crise Covid, les entreprises réfléchissaient à ce qu'on appelait le flex office. On ne travaille plus forcément au même endroit au sein de l'entreprise. Et tu viens de l'expliquer, ça a accéléré ça. Et plutôt que de parler de tendance, comme tu as pu en parler tout à l'heure, on va aujourd'hui, chez Jabra, même parler d'une norme. Au départ, c'était des tendances, les entreprises commençaient à se transformer. Le bond vient de nous faire la crise vient de nous faire passer, et donc c'est bon de 5 ans en avant. On va parler de normes aujourd'hui, ça y est, on sent que c'est installé, c'est pris vraiment dans l'ADN de l'entreprise de pouvoir ouvrir des outils un peu plus flexibles à leurs employés. Vous avez des stats? Alors oui, on a quelques stats, elles ont déjà été annoncées, mais on a exactement les mêmes stats. Nos études remontent la même chose, que 3 employés sur 4 souhaitent pouvoir bénéficier du travail flexible, du travail un peu à distance lors de la reprise, et que les employeurs, aujourd'hui, c'est plus d'un employeur sur 2 qui a accepté de pouvoir amener ce travail flexible à leurs employés. Alors quels sont les nouveaux challenges que cette nouvelle norme amène? Alors, c'est vrai que tout changement amène des nouveaux challenges. Donc dans les nouveaux challenges, on va voir des challenges de sécurité. On sait que lorsqu'on virtualise, qu'on digitalise les outils, on est plus à même d'avoir des attaques de hack, je vais dire. Donc on aura des problématiques de sécurité, mais au sein de l'entreprise, on a également tout ce qui va être problématique de productivité. Alors chez Jabra, on aime bien parler de l'engagement plutôt que de la productivité qu'un employé va donner. On va parler de l'engagement des employés envers la société. Et en autre problématique qui est en forte croissance, c'est tout ce qui va concerner le bien-être des employés, le bien-être au travail, puisque dans les points importants, on sait que pour être productif, un collaborateur qui est bien, qui est épanoui, qui est bien dans son travail, sera beaucoup plus productif. Et aujourd'hui, ces changements et
cette transformation de la manière de travailler et la virtualisation, on s'aperçoit que ça crée des nouvelles problématiques de santé, entre autres. Alors, quelque chose qui a été appelé la Zoom fatigue, j'aime pas trop l'appeler comme ça, je préfère dire la fatigue virtuelle, même si c'est aussi tendancieux de dire fatigue virtuelle, parce que la fatigue en soi, elle n'est jamais virtuelle, c'est une vraie fatigue réelle, physique, cognitive, mais qui est liée à l'utilisation massive des outils virtuels. Et donc il faut aussi prendre ça en compte, c'est comment on va pouvoir résoudre avec des changements d'habitude ou des produits, toutes ces nouvelles problématiques qui sont amenées aujourd'hui par ces changements. Alors tu viens de le dire, l'un des enjeux du travail hybride, c'est de concilier à la fois son activité professionnelle et son bien-être pour le salarié. Voilà. Comment réussir ce challenge ? C'est une montagne qui s'adresse à tous les DSI et les dirigeants d'entreprise, mais c'est d'essayer de réfléchir un petit peu différemment et de refondre globalement la réflexion des employeurs avec en commençant par le transfert d'informations en interne. On s'aperçoit que, lors de différentes études qu'on a menées, qu'aujourd'hui les entreprises faisaient beaucoup descendre l'information. Les informations, la direction prend des stratégies, redescend l'information. C'est de l'information descendante. C'est de l'information descendante. Et faut essayer peut-être de changer ça et de commencer à faire alors j'ai que le terme en anglais, mais ce qu'ils appellent l'information bottom-up, où on prend un peu plus la réflexion des employés, du terrain, pour pouvoir réfléchir aux différentes stratégies à mettre en place et avoir beaucoup plus de retour terrain. Alors on change complètement de paradigme, c'est vrai, c'est un autre état d'esprit dans la manière justement de prendre les décisions pour le dirigeant. Il y a la logique RSE aussi, le bien-être de l'employé est un phénomène de plus en plus pris en compte par les employeurs et les dirigeants, donc je pense qu'ils doivent l'intégrer aussi dans leur démarche. Et puis cette notion de télétravail a des avantages, évidemment, pour la vie personnelle, mais parfois c'est le droit à la déconnexion, c'est cette limite qu'on n'a pas forcément. Et qu'il faut aussi par le management, et donc là c'est aussi le rôle des managers de l'entreprise, que d'accompagner les salariés dans leur mode de fonctionnement au quotidien, parce qu'on change les outils, mais il faut changer nos habitudes aussi, et justement le bien-être du salarié en fait partie. Exactement. Et dans ce cadre-là, il y a justement cette frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On s'aperçoit bien que le fait que le travail soit rentré à la maison, la frontière est beaucoup plus mince et il faut vraiment faire attention, les employeurs doivent vraiment faire attention à leurs employés et à pouvoir le droit à la déconnexion et puis tous ces principes de ne pas... Désolé. Non, mais en fait, ce que je comprends, c'est que. Moi, j'entends ce que dit Anthony, parce que. En fait, la frontière est mince. La frontière est hyper mince. C'est que moi, je me suis retrouvé, alors, je raconte ma petite histoire, mais à être en visio avec mon fils, à faire ses maths à côté de moi. Parce que je n'avais pas le choix. Et c'est vrai que la frontière entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle, elle est extrêmement mince. Il y a besoin d'accompagnement. D'autant plus en cette semaine où l'école à la maison a été reprise. Ouais, voilà. Courage. En préparant cette émission, Anthony, tu nous as parlé d'Happy Meeting. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, c'est un joli concept qu'on essaie de mettre en place et sur lequel on essaie de communiquer aussi. C'est dans ce cadre de bien-être des employés et bien-être au sein de l'entreprise, essayer d'avoir des meetings. On sait que les meetings, c'est un peu la maladie de l'entreprise. Il me semble que Philippe en a parlé. Les meetings sont en accélération. Il y en a de moins en moins en physique, mais les meetings sont en accélération. De plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus courts. En fait, on time vraiment. Ça, c'est bien. Et on enchaîne. Alors, c'est bien qu'ils soient de plus en plus courts, mais ils s'enchaînent tous les uns derrière les autres. L'habitude qu'on a, c'est de se dire on va se faire un meeting de 30 minutes, on va se faire un meeting d'1 heure, et on le cale comme ça dans notre calendrier, sauf qu'on les cale bout à bout. Et finalement, on ne laisse plus ces minutes de battement entre les meetings. Le nombre de meetings que vous avez dû faire, ou à la fin du meeting, je dois y aller, je raccroche un meeting, j'en démarre un immédiatement. On n'a plus ces breaks où, même en entreprise, lorsqu'on fait des meetings physiques, on sort d'une salle, on va prendre un café et on retourne dans une salle, on s'accorde ces petites minutes. Les happy meetings, pour nous, c'est de dire arrêtons de prendre des meetings de 30 minutes, de 1 heure, essayons de les réduire de 5 minutes. Ces 5 minutes de réduction sur un meeting, normalement, au pire, si je la dépasse, je peux reprendre 1 minute ou 2 et ça me laissera ce temps. Ouais. Ça te laissera ce temps de soupape pour déconnecter d'un sujet à un autre, surtout. Et pour la petite histoire, c'est exactement ce que nous avons fait lorsque nous avons préparé cette émission.
voilà, avec Céline qui est en régie, et Anthony nous disait, mais non, on va se laisser 5 minutes, on va pouvoir se poser, etc. Il y a pas, c'est vrai, c'est exactement ça, on en parlait. Il y a une chose dont on n'a pas parlé par rapport à la collaboration, c'est forcément, c'est Jabra, les casques, c'est d'être bien entendu et d'être bien concentré. Ça, c'est hyper important. Ouais, tout à fait. C'est dans le cadre du bien-être, on s'aperçoit que lors des réunions, lors des conférences qu'on va faire, l'image et l'audio est vraiment important. Une réunion avec une mauvaise qualité audio demande beaucoup plus de concentration et fatigue beaucoup plus l'interlocuteur. C'est là où l'usage de périphériques professionnels a vraiment son importance. Comme sur la vidéo, une image de mauvaise qualité va pas forcément va demander plus de concentration et va pas forcément faire passer le bon message. D'où l'intérêt d'utiliser encore des devices professionnels pour ça. Je me permets de revenir sur un tout petit point sur les happy meetings, parce que donc il y a cette notion de temps qui est importante pour nous. Il y a une autre notion qui est vraiment importante sur ces réunions qu'on fait tous de plus en plus. C'est de bien définir le sujet. Et quand on dit bien définir le sujet, c'est pas seulement donner l'ordre du jour ou le titre, c'est aussi d'essayer d'aller un petit peu plus loin, de savoir est-ce que c'est une réunion qui va servir à décider quelque chose, ou en sortant de réunion, on va devoir acter un sujet et prendre une décision. Est-ce que c'est une réunion d'information qui est là juste pour recevoir de l'information, ou dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, avec le bottom-up, où on remonte l'information, ou est-ce que c'est juste une réunion d'échange, un brainstorming, ou c'est une réunion où on va avoir besoin de discuter pour commencer à mener une idée. C'est vraiment important de définir, plus que l'objet, définir le but final de la réunion, d'avoir un but clair et précis. C'est aussi ça pour nous, les happy meetings, qu'on essaie de mettre en place chez nous, d'avoir des réunions un peu plus courtes, se laisser des soupapes et avoir des objectifs clairs en sortant de réunion, et pas seulement un thème de réunion comme on l'a souvent, on reçoit une invitation avec juste un thème. Alors il nous reste à peine 3 minutes, est-ce que tu peux nous donner quelques bonnes pratiques pour réussir ces happy meetings? Alors, quelques bonnes pratiques, je vais pas me substituer à un médecin du travail, hein, je suis pas là pour ça, mais il y a une autre chose qu'on essaye de mettre en place, c'est de se dire, à force de faire des réunions, là on dit que la réunion tue la réunion, mais peut-être essayer de se libérer une journée par semaine sans réunion interne. Alors, quand je dis sans réunion interne, ça signifie pas qu'on va pas se communiquer entre collaborateurs. On peut s'appeler en visio, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, mais on peut communiquer avec ses collègues, mais ne pas se libérer une journée sans meeting interne, planifié à l'avance, pour pouvoir laisser le temps à ses employés, déjà de faire les meetings à l'externe, de continuer de faire un peu de prospection pour les commerciaux, c'est important, hein, et d'avoir une journée un peu plus de production pour chaque employé. Très bien, c'est noté. J'ai une question qui vient d'arriver sur le chat, on n'a pas parlé des produits. Il y a des nouveautés qui vont arriver? Alors c'est vrai, on avait pris l'option de ne pas parler trop de produits et de parler de plus de marché et de manière macro. Alors je vais quand même faire un tout petit peu de teasing, hein. Il n'y a pas de nouveauté actuellement, mais on a un événement dans un mois. De mémoire, c'est le 4 mai, on a un événement qui amènera son lot d'annonces de produits. Très bien. Et si je peux faire un tout petit peu d'avant-première... Il fait sa promo là. Ouais, je fais un peu de promo, mais si je fais un tout petit peu d'avant-première... C'est son travail. Ouais, il est là pour ça. 2021, c'est l'année où on a parlé de la visio. Ça sera l'année de la visio chez Jabra. Très bien. Voilà. Le dénominateur commun donc, au travail hybride, c'est l'humain, c'est le collaborateur, c'est le partenaire. Quel est selon toi, ce sera donc ma dernière question, le principal facteur de bonheur chez l'humain? Attention, grande question. Ah oui, très vaste question. Alors, je vais prendre une expression, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue. Mais le fond du sujet est vrai, c'est pas le fait d'avoir une grosse maison. Si on est tout seul dans sa maison, finalement, on ne sera pas le plus heureux. Ce qui fait, je pense, le vrai, un des dénominateurs communs du bonheur et de l'épanouissement des personnes, c'est les échanges qu'ils vont pouvoir avoir avec d'autres personnes, avec d'autres humains. Et voilà, pour répondre à la question, je pense que c'est ça. Et si on le transpose au niveau professionnel, ça va être les échanges qu'on va pouvoir avoir au travers de l'audio, au travers de la vidéo, les échanges également physiques, mais avec l'audio et la vidéo, je pense que Jabra, on est quand même un peu au cœur de ce sujet. Je rejoins totalement ce que dit Anthony.
Il y a du bonheur à se dire qu'on va pouvoir être en télétravail parce que ça donne du confort. On peut déposer les enfants à l'école le matin, les récupérer peut-être le soir, etc. Ceci étant, il y a une notion d'isolement aussi vis-à-vis des collègues de l'entreprise qui peut être très pesante pour certains. Et donc effectivement, le fait d'utiliser des solutions qui permettent de continuer à avoir ce lien social avec les collaborateurs de l'entreprise est essentiel. Et on ne manquera pas d'échanger avec toi, Anthony. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Plaisir. Merci. Alors Mathieu, on vient de le voir avec ces échanges riches et très intéressants sur ces thématiques importantes et d'actualité. Je vous la rappelle, les nouveaux enjeux des entreprises face aux nouveaux consommateurs. Quel positionnement vous prenez chez Itensia pour conclure cette émission ? Alors nous, on est distributeur de solutions de communication depuis plus de 30 ans. Donc on se doit aussi de s'adapter et d'aller dans le sens des nouveaux usages, des nouvelles tendances. Je crois qu'on l'a vu aujourd'hui, la collaboration à distance, la vidéo, la com unifiée sont devenus les standards. Donc on a investi et on va travailler sur ce sujet autour de 2 axes. Le premier, ça va être et c'est de renforcer notre portfolio de solutions afin de pouvoir proposer à nos partenaires un écosystème complet répondant à tous les besoins des différents utilisateurs. On a donc intégré là depuis début d'année 5 nouvelles marques qui nous permettent de compléter notre portfolio de solutions, de collaboration vidéo, communication unifiée, etc. pour proposer un parcours d'expérience le plus complet possible à nos partenaires et encore une fois pour répondre aux besoins clients. Le deuxième axe sur lequel on investit fortement, c'est l'aspect humain. Pour pouvoir promouvoir les solutions qu'on a au portfolio, eh bien, on a doublé tout simplement nos équipes dédiées de spécialistes en ce début d'année, dédiées à l'environnement de la collaboration de la vidéo et qui seront donc aux côtés de nos commerciaux. Donc c'est 9 personnes, on est passé de 4 à 9 personnes, donc on a plus que doublé. Donc parmi les 70 commerciaux dont j'ai la charge, il y en a 9 qui sont dédiés uniquement au sujet de la vidéo et donc qui accompagnent mes commerciaux généralistes et qui sont là à disposition de nos partenaires pour répondre à toutes leurs questions et demandes pour répondre aux besoins clients. Alors l'un de vos créneaux, c'est la valeur ajoutée. Quelles sont les offres et les services à venir ? Alors, merci de souligner que notre créneau, c'est la valeur ajoutée. Effectivement, outre le fait d'avoir de la valeur au travers de nos équipes spécialisées qui sont là en tant qu'avant-vente pour faire du conseil, etc., on dispose aussi d'équipes techniques qui accompagnent nos partenaires pour répondre à toutes les questions de hotline, pour pouvoir faire des maquettes, parce qu'on est souvent sur des projets relativement importants, donc faire du maquettage afin de savoir quel bon environnement utiliser. On a aussi centre de formation. Donc on accompagne nos partenaires, justement, on parlait que l'évolution technologique est importante, il faut pouvoir diffuser le savoir, transmettre la compétence, etc. aux partenaires. On a aussi la capacité d'apporter de la valeur autour des produits qu'on distribue, avec de l'extension de garantie, la capacité de programmer les produits avant de les envoyer, des offres logistiques, etc. Et puis on souhaite aller un peu plus loin encore cette année, sur la partie valeur, en essayant de proposer des services de proximité. Il y a beaucoup de choses qui se passent directement chez l'utilisateur désormais, qui est en télétravail. Et donc, on va essayer de voir et de profiter en fait, du maillage que nous avons d'un point de vue national sur notre activité de réparation de produits blancs et bruns, pour pouvoir mettre à disposition ce maillage auprès de nos partenaires pour savoir s'ils n'ont pas des besoins pour installation de petites salles de réunion ou voir pourquoi pas des parcours d'accompagnement directement auprès de l'utilisateur final à son domicile. Très bien, merci, en tout cas c'est noté pour cette enquête. Merci Mathieu. Merci Vincent. On va remercier nos partenaires qui sont venus sur ce plateau pour ces échanges vraiment très riche sur cette thématique. Merci à Céline Ulpiano qui est en régie pour la production de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Mathieu, on se donne rendez-vous le 24 juin prochain. Tout à fait. Voilà, pour un nouveau live. Et notez-le, il y aura de belles annonces de la part du groupe Itensia. Beaucoup de choses à vous dire, effectivement. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.